Eh ben, merci à vous d'être là ce midi. On est avec Batro, donc, qui est le coordinateur d'Inferno, c'est-à-dire qu'il travaille avec traducteurs, relecteurs, relectrices, tout ça, pour finaliser le manuscrit, mais aussi de la création, puisqu'il a écrit un scénario, a travaillé avec donc Jérôme sur le deuxième scénario original que l'on propose. C'est aussi toi qui vas nous faire le guide du joueur. Enfin bon, voilà, une grande part de ces exclusivités françaises, c'est toi. Tu es un peu le spécialiste d'Inferno, si tu veux. Merci Jean-Michel. Contextualisons, voilà, Inferno, déjà, qu'est-ce que c'est? Alors Inferno, qu'est-ce que c'est? Bonne question. Bah, c'est un jeu de dark fantasy, déjà et qui adapte le chef-d'œuvre, on va dire, de Dante, le poète qui a du coup décrit à la fois l'enfer, le purgatoire et le paradis. Et le jeu de rôle s'attache à du coup adapter, la première partie de sa divine comédie, l'enfer évidemment. Et vous incarnez des aventuriers qui se retrouvent en enfer pour des raisons quelque peu floues. Ils souffrent un peu d'amnésie et ils vont essayer de trouver, non seulement la sortie de l'enfer, hein, c'est un long, long voyage, mais également, la rédemption. Parce que plus encore qu'affronter des démons, ils vont devoir, affronter leurs propres vices. Voilà. Et c'est un jeu pour la 5e édition. Il faut le rappeler, c'est compatible 5e édition. Et c'est un jeu stand-alone, c'est un one shot, c'est une gamme fermée, en fait. Oui, tout à fait, il y a une campagne assez épique évidemment, puisqu'il faut traverser, l'ensemble des cercles et du coup, c'est un jeu complet, et vous pouvez bien sûr, ajouter vos propres scénarios au sein de la campagne. Alors le jeu en lui-même, le cœur du jeu, il est scindé en 2 livres, le guide de l'enfer de Dante et les récits inédits de Virgile, alors accompagnés d'un certain nombre d'accessoires, mais vraiment le cœur, c'est bien ces 2 livres. Oui, bah, déjà le premier livre, c'est le guide de l'enfer de Dante. Il s'agit de l'équivalent, du guide, des joueurs en fait, puisqu'on a la création de 2 personnages. On a également, évidemment les listes de sorts qui sont adaptées et puis on va avoir, des règles supplémentaires qui, vont faire un peu toute la saveur en fait de ce jeu, comme par exemple les règles de l'espérance qui sont encore plus importants que ces points-là sont plus importants encore, que les points de vie, puisque vous en avez 33 au départ, il va falloir les conserver si vous voulez, obtenir, votre rédemption et puis, sortir, de l'enfer. On a également, quelques, enfin une bonne description même d'ailleurs des 9 cercles, hein. Voilà donc on a un peu l'essentiel pour commencer, la création de personnages et puis, la description, des cercles. Alors justement, j'ai une petite précision, parce que là tu disais que c'était une sorte de guide du joueur. C'est quoi la différence avec le guide du joueur qu'on propose pendant ce financement, qui était offert en early bird jusqu'à dimanche, qui est en option maintenant? Oui, on va peut-être changer le titre pour éviter, Oui. la confusion, hein, c'est vrai. Disons que le, le petit livret qu'on propose, c'est une compilation, une synthèse des règles, quelque chose d'un peu, une sorte de gros set de jeu en fait pour la création de personnages et puis, enfin aider les joueurs en cours de partie à retrouver leur liste de sorts, tu vois? Les bonnes pages, des règles de leur classe, voilà. Donc c'est assez différent, hein, le petit guide du joueur qu'on propose, c'est vraiment une grosse aide de jeu, quoi. Et dans les récits inédits de Virgile, qu'est-ce qu'on a du coup? Alors dans les récits, donc il est plus évidemment destiné, aux, meneurs de jeu qu'on appellera le guide. On a, évidemment la campagne elle-même, avec une dizaine de scénarios et on va dire, toute une autre partie bac à sable. Le meneur en fait peut faire sa propre, tambouille, en utilisant, la description des PNJ, des lieux, des artefacts et cetera, pour en faire vraiment sa campagne, quoi. Ensuite, on a également un bestiaire. Un superbe bestiaire, faut le dire, parce qu'il y a des il y a des super illustrations, et puis des créatures, qui vont donner, beaucoup de fil à retordre.
à vos joueurs, et notamment les gardiens de l'enfer, les boss, on va dire, comme on dit dans le jeu vidéo. Donc on a ce bestiaire, la campagne, on a également tout un chapitre sur les artefacts infernaux que vont pouvoir peut-être trouver les personnages durant la campagne. Et enfin, bien sûr, toute une partie de conseils destinés aux meneurs de jeu, notamment comment utiliser et interpréter le guide. Le guide, en fait, c'est un personnage non-joueur très spécial puisque c'est, on va dire, le personnage attitré du meneur. C'est un peu comme si, des fois, il était un peu un PJ, quoi. C'est un rôle assez spécial qui est inspiré du poème lui-même, puisque dans le poème, il y a, enfin, Dante, quand il traverse l'enfer, il est accompagné par un esprit, Virgile, qui va le conseiller, qui va le guider, hein, d'où son nom. Donc du coup, la campagne reprend un peu ce principe. Vous avez un PNJ très très spécial, et vous pouvez même expliquer l'univers à travers la voix du guide. C'est assez pratique. Voilà. Et puis des conseils évidemment pour attribuer l'expérience, et en général mettre en scène le côté infernal de cette campagne. Voilà. Déjà, si vous avez des questions là, pendant ce live, n'hésitez pas à les poser sur le chat, comme ça je pourrais les poser à Batro. BRK donc demande concernant la durée de vie de la campagne en jouant raisonnablement le fil principal sans diverger, on est sur quelle durée approximative? Je dirais environ 40 heures peut-être. Ouais, ça fait une petite dizaine de séances, quoi. Oui, c'est ça, si tu comptes, ouais, ouais, ouais. En fait, c'est difficile à dire aussi puisque, comme je vous disais, la deuxième partie de la campagne est en bac à sable. Du coup, vraiment, le meneur pourra allonger ou raccourcir la traversée de certains cercles un peu comme il le sent, quoi. Voilà. Ouais. Oui, alors c'est bien ça, c'est-à-dire la campagne n'est pas juste une suite de scénarios, et c'est notamment pour ça qu'il est possible d'en proposer, d'en introduire de nouveaux. Ce que Oui. nous, on fait avec ton scénario, là, Amoré, qui est le prochain bonus à débloquer, ce qui était fait avec le scénario de Jérôme aussi, qui sont des scénarios supplémentaires qui s'intercalent en fait dans cette campagne, Oui, si on le souhaite. oui, tout à fait, oui. On a alors pour les scénarios, bonus, on a fait justement en sorte, qu'ils puissent compléter, soit des scénarios existants, soit, développer des aspects un peu de l'univers, dans la partie bac à sable, ouais. Et donc, du coup, si tu vas en ligne droite, c'est une campagne pour niveau 1 à 10, 12? Ouais, 12 au minimum, ouais, 1 à 12. 12 minimum, d'accord. En fait, ça va vraiment dépendre aussi de si le meneur de jeu raccourcit des choses, si, au contraire, il développe, mais si on va tout droit, c'est de 1 à 12, oui. Et comment sont les passages de niveau? Parce que du DD5, normalement, c'est les monstres que tu tues qui te rapportent des points Oui. d'expérience. Bah, c'est un peu plus simple en fait, il s'agit pas de tuer, des monstres en fait, c'est pas vraiment le principe d'Inferno. Du coup, les auteurs ont proposé un système d'expérience beaucoup plus, simple puisque quand tu passes un cercle, bon, je simplifie un peu mais c'est ça. Quand tu passes un cercle, du coup tu gagnes un niveau. Voilà, c'est à peu près ce principe. Il y a dans la partie conseil, justement des indications pour que le meneur puisse avoir des éléments de jugement vis-à-vis de ça. Donc 9 cercles, les 9 cercles de l'enfer, décrits d'ailleurs dans le poème. Euh, donc alors, la campagne commence quand? Sans trop spoiler, mais à quel moment est-ce qu'on va commencer à jouer? Eh bien, pour le coup, vraiment au vestibule de l'enfer, c'est-à-dire dans une espèce de forêt étrange qu'il y a avant la porte de l'enfer. Donc en fait, c'est important de savoir aussi que la campagne commence lorsque les PJ sont déjà en enfer. Et le principe, c'est qu'elle ne peut pas commencer avant ça. Voilà. Par contre, les PJ sont toujours vivants
contrairement à la plupart des gens en fait qui sont condamnés en enfer, qui sont logiquement morts, hein. Du coup, ils sont un peu une exception. Voilà, on les appelle les égarés. Et, leur présence ici, leur nature, fait partie des secrets de la campagne. Voilà, pour reprendre ça, comment ça se passe? C'est-à-dire, bon, tu te réunis avec tes amis pour faire une date, d'accord. Oui. Après, donc tu crées ton personnage comme tu créerais un personnage cinquième. Oui, tu prends les règles de base de la cinquième, qui sont notamment disponibles dans Dragon, Aventurier et Grimoire, hein, précisément. Et puis ensuite, tu complètes cette création au niveau 1 par du coup les éléments de règles qui sont proposés dans Inferno. Par exemple, toutes les classes ont été réécrites. Donc si tu choisis guerrier, en fait, tu seras un tyran. Tu as toute la classe du tyran qui est décrite dans Inferno. Et, euh, et ensuite, bah, tu suis en fait les indications en parallèle à la fois des règles de base et de Inferno. Voilà. C'est un peu comme quelque chose qui vient de se superposer, si tu veux, sur les règles de base. C'est jouable d'utiliser un personnage d'une autre campagne, quand bien même tu aurais ce moment d'amnésie qui fait que tu ne sais pas pourquoi, mais réutiliser un personnage. C'est possible du moment que tu es prêt à refaire ton perso au niveau 1 au début d'Inferno. Effectivement, d'avoir cette période d'amnésie, une ellipse, quoi. Et puis, je dirais qu'il faut que le MJ puisse faire en sorte que son univers euh, est une cosmologie, on va dire, compatible avec la cosmologie chrétienne, qui est bien sûr celle de l'enfer de Dante. Donc, par exemple, si tu transposes ça en fantasy, j'avais déjà réfléchi, tu peux par exemple dire que Dieu, en fait, est un Dieu parmi d'autres, mais qu'il a fait son demi-plan. Tu vois, que le diable, c'est un Dieu concurrent. Voilà, c'est toujours possible. Je dirais le plus important, c'est que les vices et les vertus soient présents dans la campagne d'avant, quoi. Sachant que dans les cosmologies, dans les univers fantasy, tu retrouves de toute façon souvent ces notions de paradis, d'enfer, Oui, oui, etc. oui, tout à fait. Donc voilà, donc effectivement, tu reprends niveau 1 et tu reprends niveau 1 parce qu'en fait, tu n'as plus la même apparence quand tu es en enfer. Oui, bah, on le voit bien sur les illustrations. Vraiment, ton péché, en fait, a complètement transformé ton apparence quand tu arrives en enfer. Et bah, là, je prenais l'exemple du tyran, enfin, il n'y a qu'à voir l'illustration, il a une énorme épée maudite, une armure, et cetera, colossale, mais en fait, il peut plus s'en détacher, quoi. Il a plus le choix, tu peux même plus lâcher ton épée, en fait. Ça fait partie de toi, quoi. C'est comme si ton péché s'était un peu matérialisé et avait recréé ton corps, quoi. Voilà. Euh, et d'ailleurs, c'est un truc super cool dans Inferno, c'est que quand tu choisis une classe, en fait, tu choisis un péché d'abord. Tu vois, ça va être la colère, la trahison, etc. Et donc, ça te fait déjà tout un- comment dire, une personnalité, quoi, à ton PJ. Ça te fait, dès la création de personnage, les joueurs ont plein d'idées, quoi, en Parce que, s'imaginant, mais quel salaud j'ai été, tu vois. parce que chaque classe est liée à un péché particulier. Tu peux pas, par exemple, le rôdeur est lié à la trahison, si je ne me Oui. trompe pas, et tu Ouais. peux pas changer ce péché. Le rôdeur sera toujours lié à la trahison, par exemple. Oui, tout à fait, ouais. Ouais, les 12 classes sont toutes liées en fait à, à un péché et donc à un des cercles de l'enfer. Alors, vous allez me dire, oui, mais il y a 9 cercles de l'enfer et en fait il y a 12 classes. Oui, c'est parce qu'en fait certains cercles en fait sont divisés eux-mêmes en sous-cercles. Voilà, il y a plusieurs types, par exemple, de trahison, de colère. Ce qui est le cas dans la Divine Comédie, Oui, d'ailleurs. bien sûr, c'est une adaptation très fidèle, ouais. On a une question de Sirdek qui demande si c'est possible de jouer après cette campagne dans le monde terrestre. Ça spoil un peu hein, quand même de répondre à ça. Oui, ça spoil un peu. Je dirais, je dirais que l'intérêt, c'est vraiment de vivre cette campagne qui est déjà assez épique
Et je pense que c'est important d'avoir une fin. Donc oui, tu peux tout à fait, si tu t'en sors, en fait, tu peux jouer ensuite, euh, mais l'important, c'est le chemin, là, je dirais. Alors on a Moonbird qui nous met un message pour dire qu'il a commencé à faire jouer la campagne avec la version en anglais. Son groupe a fini le champ 3 et il a 2 suggestions d'amélioration. C'est déjà proposer des prétirés pour chaque classe et espèce jouable au niveau 1. Et en 2, avoir un scénar d'intro orienté sur les questions un peu métaphysiques, les péchés, les vices, etc. Un peu comme ton actuel play, pas trop. Oui, pour le scénar d'intro, oui, il y aura des scénars d'intro qui seront orientés ainsi. En fait, même d'ailleurs, les 2 scénars déjà qu'on va publier en bonus sont orientés évidemment sur des questions de dilemmes moraux. Et voilà, il y aura peut-être d'autres choses aussi. Ensuite, pour les pré-tirés, on note, on va y réfléchir. Ok, ok. Alors pour reprendre un peu donc, sur ce que donc, on décrivait, là, donc, tout ça est un peu décrit dans le guide de l'enfer. En fait, c'est toutes les nouvelles options de personnages. Vous pouvez voir sur la page Ulule, d'ailleurs, on a produit un peu tous les portraits, puisque chaque classe a été refaite, en fait, à un portrait, mais un portrait Oui. qui est pas juste illustratif, il est assez signifiant, c'est-à-dire que euh, le, le paladin de la sainte, donc l'équivalent du paladin, est toujours aveugle, quel que soit le personnage que tu crées. Ça fait partie des nouveaux prérequis, enfin de cette Oui, classe de perso. on appelle ça les emblèmes dans Inferno. C'est à la fois, on va dire des équipements, ça peut être des objets magiques, ou une armure, un vêtement, être aveugle par exemple, effectivement. Ça peut être des emblèmes, et les emblèmes, il y a toujours 3, 3 par classe au niveau 1. Donc on les a tous, hein, les 3 au niveau 1. Et puis, au fur et à mesure du temps et l'expérience, vous pouvez choisir d'améliorer une partie de ces trois emblèmes. Voilà. Ils font des effets supplémentaires, toujours assez cool, quoi. Oui, parce que le fait que la sainte, par exemple, soit aveugle ne signifie pas que c'est pas un handicap pour le joueur qui va interpréter la sainte, quoi. Il y a Non, parce qu'en des fait, avantages. elle a une vision aveugle. Si vous connaissez un peu les règles de la 5e, elle peut même gagner un sort de clairvoyance par la suite. Voilà, donc ces emblèmes, ça évolue en fait, hein. On peut regarder un peu les différentes classes. Peut-être que les, euh, les auditeurs ont quelques questions plus précises sur les classes, mais je peux par exemple passer en revue à partir de la bête. Le Donc barbare. le barbare, ouais, le barbare devient la bête. Alors je sais pas si Alors, je t'interromps juste un peu. Si vous voulez aller voir à quoi il ressemble en même temps, vous allez sur la page Ulule, dans la section système, et vous avez tous les portraits qui ont été faits pour les diverses classes. oui. Donc la bête, en fait, elle a brutalisé en fait de nombreuses personnes en fait pour arriver à ses fins. Euh, donc elle est liée au 5e cercle, les colériques. En termes de capacité, elle a des pouvoirs spéciaux de rage, euh, des immunités, une arme démoniaque, évidemment une énorme arme démoniaque. Et puis, ce qui est marrant, c'est que... Enfin, marrant. C'est pas marrant, hein, mais bon, c'est marrant quand même. C'est-à-dire que les colériques, en fait, dans le cercle, c'est un marais. Et du coup, la bête est toujours couverte d'une espèce tu vois, de substance boueuse, en fait, de la fange, quoi. Et du coup, ça lui offre des résistances à différentes choses. Je trouve ça plutôt cool. Il y a toujours un rappel, en fait, des cercles dans chaque apparence, en fait, de classe. Ensuite, on a le barde qui devient le bouffon. Euh, Lui,
il sera condamné au 7e cercle. En fait, il a soit tenté de se suicider, soit il a gaspillé ses possessions. Et donc, il a un collège spécial, au collège du Bouffon. En gros, il renvoie la douleur à ses ennemis. Il a également un côté un peu fou. Il peut s'en servir en fait de sa folie comme une attaque. Ses clochettes aussi pour distraire l'ennemi et son masque, évidemment, qu'on peut voir sur l'illustration, qui est une sorte, on va dire, d'armure de charisme, quoi. Je crois que c'est mon préféré. Ouais, je me rappelle que c'était ton. Ah ouais, Ouais, il est sympa, ouais. Ensuite, on a le moine qui devient l'esclave. Lui, en fait, il a suivi les ordres, même s'ils étaient ignobles. Voilà. Il pensait que c'était pas sa responsabilité, sauf que quand il est mort, en fait, enfin, quand il est mort, ou quand il arrive en enfer, ensuite un égaré, il s'aperçoit qu'en fait, non, il y a bien un cercle qui est réservé pour lui. Du coup, son péché, c'est un peu la paresse, quoi. Donc lui, il a des chaînes qu'on peut voir sur l'illustration, ça lui fait une attaque supplémentaire. Alors comme il est paresseux, il a un désavantage en fait à l'initiative durant le combat. Mais par contre, il peut infliger des dégâts si un autre PJ a déjà infligé des dégâts à la même cible. Des dégâts en plus, quoi. Donc il se réveille, quoi, mais un peu tard. Et enfin, comme le cercle où il sera condamné, je ne me rappelle plus lequel. Je crois que c'est tout début, d'ailleurs, je crois que c'est l'antichambre. Vraiment tout début, c'est une espèce d'endroit où il y a plein de guêpes, d'insectes, etc. Donc du coup, il peut invoquer en fait une nuée de guêpes. Ça, je trouve ça assez cool. Ah, c'est stylé. Hein. Ensuite, on a le rôdeur qui devient l'exilé. L'exilé, lui, il a trahi en fait, mais il a trahi son pays, ses serments. Il a fui, quoi. Il sera condamné au 9e cercle, suite à la trahison. Alors lui, il faut savoir que le 9e cercle, c'est un cercle qui est gelé. Du coup, eh bien, il a plein de petites capacités qui sont liées au froid. Voilà. À la fois une résistance au froid, mais également des dégâts de froid. Il a une vision dans le noir avec sa lanterne. Alors, c'est marrant parce que c'est une parodie on va dire de la flamme divine. Lui, en fait, il a une lanterne qui est vide. J'aime bien ces petites références, tu vois. Il n'y a aucune flamme dans sa lanterne, en fait, mais il est obligé de la porter tout le temps. Et enfin, il a des armes en os. Voilà, voilà. Alors moi j'aime bien l'exilé parce que j'aime bien qu'ils aient mis une dimension politique à ce qui est une classe en fait très très classique quoi de la fantasy. Ensuite on a le sorcier qui devient le faux prophète. Alors lui son péché c'est la discorde. En fait il a fait des fausses prophéties pour manipuler les gens. Lui, alors il doit choisir le pacte des chaînes, donc ça c'est une sous-classe. Il faut savoir que dans la 5e édition, donc les classes sont elles-mêmes divisées au bout d'un moment par des spécialisations, on va dire, hein, qu'on appelle en général des sous-classes tout simplement. Et Inferno propose des nouvelles sous-classes ou alors vous dit quelle sous-classe prendre pour correspondre un peu à l'ambiance, quoi. Donc bref, le faux prophète, lui, doit prendre le pacte des chaînes. Il a un crâne doré, il est quand même assez stylé. Et voilà, c'est un énorme crâne doré qui lui fait du coup une armure quoi, magique. Il a un sceptre aussi pour invoquer des élémentaux de feu. Ensuite, on a l'ensorceleur qui devient un hérésiarque. Lui, en gros, il a cru un faux idéal.
Il essaie de le transmettre avec passion, mais en fait, il avait tout faux, quoi. Du coup, c'est un hérétique. Et les hérétiques sont condamnés au 6e cercle, là où il y a d'ailleurs la très grande ville des démons, d'Ité, qui est décrite dans Inferno. Du coup, l'hérésiarque, alors lui, il a évidemment des sorts, mais il a une aura en fait de flamme impie. Là aussi, il ne peut pas avoir de flamme divine, au contraire, il a des flammes maudites. Et il inflige en fait, enfin, si on l'agresse, l'ennemi subit en fait des dégâts de feu. Il a aussi la peau brûlée, hein, parce que voilà, son apparence est assez horrible parce que c'est comme s'il avait cramé en fait complètement. Et donc inversement, maintenant il peut guérir en fait grâce au feu. Voilà. Ensuite, on a le magicien qui devient l'Illuminatus. Alors l'Illuminatus, lui, il a accumulé plein de trésors, alors soit des connaissances, des richesses interdites, bref, vous avez compris, c'est l'avarice. C'est le 4e cercle. Donc lui, il a une école, donc c'est une sous-classe aussi, une école spécifique qu'il doit choisir, qui est plutôt tournée combat, hein. Ça amplifie sa CA, sa classe d'armure, sa protection en gros, et aussi les dégâts de ses sorts. Il est couvert de gemmes magiques qui lui servent en fait pour lancer ses sorts. Il a son grimoire en fait qui ne peut, et son bâton qui peut jamais lâcher. En fait, son poing est tellement fermé, crispé, que c'est pas possible qu'il les perde. Il est obsédé par ça. Et puis il a aussi une apparence tellement déformée qu'il a même des bonus au jet de tromperie et d'intuition. Je trouve ça assez cool. Enfin, des avantages. Mais par contre, au contraire, il subit un désavantage pour tout ce qui est acrobatie, athlétisme, etc. Il a même le sort déguisement aussi à volonté. Voilà. Est-ce qu'il y a peut-être des questions? Parce que j'en ai déjà fait pas mal, là, je vais assez vite. Pour l'instant, non. On a Jérôme qui notait que les emblèmes infernaux sont très souvent liés au châtiment qui attend les garés, et c'est très très bien vu. Oui, tout à fait. Ensuite, donc j'en étais... Ah oui, le druide. Alors le druide, il devient le païen, évidemment. Il a adoré des faux dieux, et du coup, il sera condamné au premier cercle, les limbes. Donc c'est vraiment juste après que vous ayez franchi le premier fleuve avec Caron. Lui, il a pareil une sous-classe, le cercle des païens. Alors ce qui est assez cool, c'est que du coup, il peut se transformer en panthère, en minotaure, en méduse. Voilà, donc c'est assez cool quoi, les formes qu'ils ont proposées pour le druide. Quand même, tu vois, minotaure, c'est sympa quand même, hein. C'est clair, ouais. Méduse aussi, là, c'est des trucs. Oui, c'est pas. Ouais, ça change vraiment des transformations habituelles du druide, quoi. Ouais. Et ah oui, et pareil, il a une amphore en fait. Il tient toujours une amphore et avec, il peut invoquer des esprits en fait qui sont prisonniers de l'amphore. C'est un rappel aussi, bien sûr, à la boîte de Pandore. Enfin, il y a pas mal de petites. Ensuite, on a bien le paladin qui devient tout à fait le saint, la sainte. Alors, on m'a déjà posé la question, on me disait mais attends, mais le paladin, enfin, c'est déjà un saint en fait, tu vois, pourquoi il est en enfer? Bah, en fait, c'est parce que il a prétendu servir Dieu, mais quand même, il a infligé en fait des souffrances au nom de Dieu, des souffrances injustes. Donc c'est un peu l'extrémiste quoi qui se fait châtier. Donc lui, c'est le 7e cercle. Il a un nouveau serment, donc c'est aussi une sous-classe, qui l'oblige en fait à vraiment à laver ses péchés.
vraiment que des trucs positifs, hein. Aimer son prochain, renoncer à la matérialité. Voilà, donc on est vraiment dans une volonté de rédemption. Lui, il est obligé, quoi. Et ensuite, bah, lui, il a évidemment, on l'a dit, hein, un regard voilé, donc il est aveugle, mais en échange, il a une certaine forme de vision, et notamment, il peut voir du coup les créatures invisibles. Comme j'avais dit aussi, il a le sort clairvoyance au bout d'un moment. Voilà. Puis bien sûr, il a une lance, un bouclier magique, une armure magique. Voilà. Ensuite, on a le roublard avec le serpent. J'aime beaucoup aussi le serpent. Donc lui, il a volé, hein, on l'a bien compris, soit les droits d'ailleurs, ou les possessions des autres. C'est le 8e cercle, le serpent. Et il a un familier assez cool, parce que c'est 2 aspics. On peut le voir aussi sur l'illustration. Euh, et d'ailleurs, ce qui est une mécanique assez intéressante, il peut dépenser de l'espérance pour infliger plus de dégâts en fait avec ses serpents. C'est quand même assez significatif, quoi, hein. Si vous commencez à dépenser votre espérance pour infliger des dégâts, voilà, c'est une certaine vision, quoi. Qu'est-ce que je peux dire sur le serpent? Ah oui, il a un regard hypnotique, évidemment. Du coup, il a le sort suggestion et d'autres sorts, hein, de ce même type, évidemment, qui lui sont offerts. Et enfin, truc très très cool aussi, il est capable de se transformer en serpent géant. Et oui, Jean-Michel, Ça, bah, c'est le un guerrier. sacré teasing, hein, quand même, hein. Ouais, c'est assez cool, hein, Ah ouais, ça fait envie, ça fait envie. C'est vrai que tu passes à chaque classe, tu dis: «Ah, j'ai envie, ah, j'ai envie, ah, j'ai envie», et ouais. C'est tu ça. quoi prendre après, quoi. Voilà. Hem, Ensuite, on a le guerrier, bah, j'en ai déjà parlé, le tyran, du coup, lui, en fait, il a régné, avec violence, sur son peuple. Du coup, condamné direct au 7e cercle. Hem Et comme je disais, il a une armure magique, une énorme arme magique à 2 mains, et d'ailleurs, il inflige aussi, il a un crâne, qui inflige la peur à ses ennemis. D'ailleurs, ah oui, il y a un truc aussi que j'avais pas dit, mais que, il est possible de faire, c'est d'avoir des sorts même sur des classes qui n'en ont pas d'habitude. Durant la création de personnages, il y a, en gros, une capacité, à prendre, hein, qui est une espèce de liste de capacités universelles que tout le monde peut prendre, et vous pouvez prendre, en fait, une capacité pour obtenir des sorts, même si, c'est une classe qui n'en a pas d'habitude. Voilà, je trouve ça plutôt cool. C'est pas beaucoup de sorts, hein, mais voilà, c'est déjà pas mal. Ça reste équilibré. On travaille sur Oui, oui, les c'est fait pour être classes. équilibré, donc c'est pas non plus des sorts de 10e niveau, hein. Mais voilà. Et enfin, pour terminer, on a, le clerc, le prêtre, c'est le vicaire. Le vicaire, donc, bah, lui, c'est un peu l'hypocrisie, parce que il est ne faites pas ça, mais en fait, il a fait ça en privé. Voilà, donc, il a professé quelque chose, en public, et puis, il a fait, complètement le sens contraire chez lui. Donc il sera, condamné au 8e cercle. Hem, il a un domaine qui est une sous-classe aussi, le domaine du vicaire, et qui en fait amplifie tout ce qui est manipulation et charme. Voilà, donc c'est aussi un bon rappel de ce qu'il a été, sur terre. Hem, il a une torche, pareil, c'est pas du tout de la lumière divine, mais une lumière corrompue, sa torche de la vanité. Hem Et puis il a des sorts offerts en plus, comme injonction, pour obliger les gens, à faire des choses. Voilà. Voilà, beh, j'ai fait un peu la review de toutes les classes. J'espère Il y en a que pas mal, il y en a 12, ouais, donc ouais, il y a du choix, hein. Et d'ailleurs, tu as aussi, j'ai oublié d'en parler, d'autres options de personnages, puisque, dans le 2e livre, les récits inédits de Virgile,
Les auteurs proposent trois espèces classes. C'est en fait un mélange des deux, on va dire. Voilà, si vous avez envie d'une expérience un peu différente durant la campagne, si votre personnage est mort de chez mort et vous pouvez essayer autre chose, si le MJ a quelque chose d'un peu spécial en tête pour une partie de la campagne, vous avez l'option d'incarner un ange, un diable ou un sage, un peu comme Virgile pour Dante. Voilà, donc on a aussi trois autres espèces qui sont aussi des classes, du coup, en option, et, qui correspondent très bien en fait à la profondeur de l'univers, hein, parce que les anges là qu'on peut jouer, c'est pas des anges classiques, c'est des anges qui n'ont pas à la fois pris part à la trahison contre Dieu, donc sont pas devenus des démons, mais pour leur inaction, du coup, ils sont quand même condamnés à errer en enfer. Ensuite, on a les diables. Eux, ce sont des diables qui torturent les gens. C'est ça leur boulot, en fait, c'est torturer des gens dans les différents cercles. Et si vous pouvez en incarner, c'est parce que peut-être que ils vont être touchés par la grâce, touchés par un peu l'espérance de vos PJ, peut-être. Et ils vont se dire que peut-être qu'ils peuvent devenir autre chose que des bourreaux. Voilà. Et enfin, les esprits magnanimes, comme on les appelle, ils peuvent être par exemple des personnalités que vous aimez bien dans l'histoire, quoi. Ça peut être, je sais pas moi, des héros grecs, ça peut être Socrate, je sais pas, en fonction de ce que vous aimez dans l'Antiquité, il y a plein d'options, quoi. Voilà. Et leur force, c'est justement de connaître, en fait, de connaître les secrets des différents cercles. Plus ils montent en expérience, plus ils vont connaître les secrets des cercles. Alors en fait, ces nouvelles espèces, elles sont disponibles. Alors, est-ce que c'est genre, tu as déjà fait la campagne, tu veux la refaire, on te propose une classe un peu plus évoluée, ou est-ce que c'est intéressant et pertinent pour quelqu'un qui découvrirait Inferno plutôt qu'une classe traditionnelle? Non, je ne conseillerais pas de commencer la campagne avec ces trois options. Et d'ailleurs, c'est pour ça hein, que les auteurs les ont mis en option. C'est vraiment si le MJ les accepte, quoi. C'est plutôt pour des gens qui vont connaître un peu déjà les cercles, qui ont déjà un peu joué la campagne, quoi. Sirdek demande si on a oublié le lettré. Le lettré, c'est une classe spécifique à Dragon. Et donc, Acheron Games n'utilise pas Dragon, mais bien la cinquième pour faire ça. Donc, il n'y a pas de classe dans Inferno qui soit liée au lettré. Alors, on a une question de Carentir. Inferno ajoute quelques règles au système de base de la cinquième, mais est-ce que vous pouvez en dire un peu plus sur le sujet, du moins celles qui contribuent à la spécificité de l'univers, histoire d'avoir un avant? Oui, tout à fait. Je vais t'en citer trois. Déjà, vous avez les péchés. Donc, en fait, les historiques sont remplacés par les vices et les vertus. Donc, vous allez choisir plusieurs vices et plusieurs vertus pour votre personnage afin de mieux le décrire et de savoir comment il pourrait évoluer durant la campagne, quels sont ses points faibles. Évidemment, ce sont des points faibles et des points forts moraux, hein. D'ailleurs, il y avait une autre question sur cet aspect un peu moral qui fait la profondeur en fait d'Inferno. Là, déjà, vous l'avez dans la création de perso, puisque vous allez devoir choisir voilà, votre vice et votre vertu. Et puis ensuite, vous avez la règle de l'espérance, dont j'en ai un peu parlé. C'est l'espérance, c'est que vous avez 33 points d'espérance au début de la campagne. Si vous descendez à 0, c'est foutu. Vous serez condamné à l'un des cercles, vous êtes mort de chez mort, voilà, c'est la fin pour vous. Du coup, parce que même si vous descendez à 0 point de vie lors d'un combat en enfer, eh bien, vous revenez. Pas immédiatement, quoi, mais assez rapidement, vous revenez aider vos camarades. Par contre, le fait d'être mort vous fait perdre un peu de points d'espérance. Et ensuite, en termes d'utilisation des points d'espérance, non seulement ça vous permet d'utiliser certaines de vos capacités de classe, mais aussi vous pouvez en donner
aux PNJ, et puis même peut-être à des démons. Enfin, c'est très compliqué d'en regagner de l'espérance. Ça va être très très compliqué. Donc il vaut mieux faire très attention à pas en perdre. Et enfin, il y a la torche divine. Le guide, hein, j'en ai parlé tout à l'heure, en fait, protège les PJ, notamment parce qu'il a une, une torche qui émet un feu divin. Et c'est cette lumière chaleureuse, une des rares lumières, on va dire, chaleureuses en enfer, en fait, parce que toutes les autres sont corruptrices ou vous infligent une horrible douleur. Lui, le guide, il est un des rares à avoir une lumière protectrice. Et il y a quelques règles qui permettent, en gros, d'avoir différents bonus si vous êtes toujours sous cette lumière. Il faut savoir que l'enfer, en fait, est plein de ténèbres. C'est très compliqué d'y voir quelque chose en enfer. Voilà, ça fait à peu près, on va dire, les 3 grandes règles qui ont été ajoutées par Inferno, en plus de la réécriture des classes. Pour revenir sur la description de l'univers, donc le guide de l'enfer, comme son nom l'indique, en fait, c'est pas juste un guide du jour, ça te décrit aussi l'enfer de Dante intégralement. Oui, oui, oui. On a la description des 9 cercles, qui est complétée par pas mal d'infos aussi dans l'autre livre. On a un minimum d'infos dans le premier livre pour pas trop, on va dire, spoiler les joueurs. Joueurs qui sont pas censés les lire avant, quand même, normalement. Bah, moi je conseillerais pas, mais après, pourquoi pas, tu vois, on peut se dire que finalement les joueurs peuvent avoir un aperçu, peuvent être, ou alors ils peuvent rencontrer un esprit sage, tu vois, au début de leur périple. Et là, tu vas leur dire, bah là, vous pouvez lire la description du premier cercle parce qu'il vous en parle. Voilà, tu peux faire ça aussi, quoi. Évidemment, la campagne rajoute pas mal d'éléments, donc ça va, quoi. Donc la description, c'est quoi? C'est genre une description physique où tu vas avoir aussi des PNJ, des habitants, tout ça. Enfin, il y a quand même des habitants, ils sont morts, mais les âmes damnées sont. C'est pas des cercles complètement vides, quoi. Non, non, bien sûr, en fait, bah, déjà le principe des cercles infernaux, c'est pour châtier les damnés. Donc déjà, c'est rempli en fait d'âmes qui sont damnées et qui sont torturées par des diables. La description, c'est à la fois géographique et à la fois il est cité souvent les gardiens, s'il y en a, quelques dangers environnementaux. Mais tout ce qui est vraiment détail, PNJ, etc., évidemment, c'est dans l'autre livre. Pour le meneur, c'est là où il y a pas mal de surprises. Une question de Carentir qui dit, donc si je comprends bien, chaque cercle correspond à une forme de prison avec ses contraintes dont on peut parfois s'échapper temporairement. Est-ce que c'est le cas? Oui, alors là, il se place du point de vue, tu vois, d'une âme damnée. Ce qui est pas le cas, quand tu On es est PJ. vivant. Voilà, tu es vivant. Donc en fait, tu vas devoir trouver un moyen, et c'est évidemment l'un des enjeux de la campagne, c'est de savoir comment tu passes d'un cercle à l'autre. Donc déjà, tu as les dangers du cercle lui-même, qui sont assez impressionnants, évidemment assez cool, hein. Chacun a une thématique, tu vois? Tu peux avoir, un marais, rempli de tours, en ruine, tu peux avoir une étendue gelée, ça va vraiment dépendre en fait, des cercles. Et ensuite, bah, toi en tant que PJ, tu dois trouver un moyen pour, descendre dans le cercle suivant. Et là, bah, là, il va falloir chercher, quoi. Chercher ou affronter, des démons gardiens, trouver des passages secrets. Donc il y a toute une dimension d'exploration en fait dans chaque cercle. Mais t'es pas en prison, tu vois. C'est plutôt parce qu'en fait t'es pas censé être là.
C'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est que t'es ici, mais t'es vraiment pas censé être là, quoi. Il y a que les morts qui sont censés être en enfer. Et ça fait d'ailleurs partie des fils rouges de la campagne, c'est-à-dire que tu es là pour une raison, Et oui. mais que tu ne connais pas forcément au départ. Oui, ou tu as peut-être une vague idée, tu vois? Peut-être pour chercher quelqu'un, pour, retrouver un savoir interdit, mais c'est vrai que toute la raison complète de pourquoi tu es là, c'est un des secrets de la campagne. Est-ce que sans trop spoiler, mais est-ce que tu peux nous parler rapidement de ces fils rouges et des divers, secrets, voilà, qui vont émailler cette campagne? Dans les grandes lignes, sans entrer dans les détails, hein, bien sûr. Oui, oui, oui. Alors, je vais essayer effectivement je vais être un peu vague, hein, ça va être c'est exprès évidemment. Donc on a, le fil rouge déjà de, traverser l'enfer. Ça, c'est le truc évident. Hem, il est très compliqué de retourner en arrière, en fait. Espèce de gravité, si vous voulez, l'enfer, il faut savoir, c'est en fait, une gigantesque fosse, ça ne cesse de descendre, quoi. Chaque, cercle, suivant est toujours plus bas. Et les dimensions des cercles et des murs sont vraiment titanesques, quoi. Faut vraiment vous imaginer, des murs qui font tout l'horizon, quoi. Enfin, c'est vraiment gigantesque. Et puis, au-delà de ce fil, classique, vous avez, donc on va dire exploration, peut-être, voilà, exploration voyage. On a le fil rouge de trouver votre rédemption. Heu, si vous êtes ici, si vous êtes sous cette apparence de péché, c'est que vous avez été, pas vraiment des gens bien. Donc, si vous voulez vous en sortir, et ne pas vous retrouver vraiment quand vous serez mort, ici, il faut trouver le moyen, d'obtenir la rédemption. Donc ça aussi, c'est un secret, hein, la méthode pour obtenir la rédemption, évidemment, elle est secrète. Hem et ensuite, 3e fil rouge, et bien, c'est, qui est le guide. Son identité est mystérieuse, il refuse de vous la révéler. En tout cas, c'est quelqu'un qui vous aide. Voilà, depuis le début. Mais qui est-il? Bah, voilà, ça, c'est aussi un mystère qui sera résolu durant la campagne. Voilà, je pense que j'ai fait un peu le tour des fils rouges, et bien sûr, en plus, vous avez les scénarios, et puis, tout l'aspect, bac à sable, dans la campagne. Une question de BRK qui nous dit: «Si j'ai bien compris, il n'y a que le premier livre de Dante repris ici?» Oui, tout à fait. Oui. La trilogie de la Divine Comédie, c'est l'enfer, le purgatoire et le paradis, et Inferno reprend uniquement, l'enfer. La question Batrou: «Est-ce que la lecture de la Divine Comédie est obligatoire pour jouer à Inferno?» Non, pas du tout, pas du tout, c'est évidemment, c'est un complément, en plus, mais c'est pas du tout, requis, pour maîtriser ou pour jouer. Ça apporte quelque chose de l'avoir lu? En tant que MJ, oui, je dirais, ça t'apporte il y a des PNJ en plus qui des PNJ. Des Tu vois ce que je veux dire? Je vois ce que tu veux dire. Hem, des, hem, des petits éléments d'ambiance, hem et puis bien sûr, ça te montre d'où vient le jeu, en fait, donc tu y gagnes, je pense, une certaine profondeur, dans ta mise en scène. Hem et enfin, je conseille à tous les MJ aussi de commencer leur partie par un petit extrait, du poème, tu vois? Peut-être même quand au début de chaque cercle, ça met toujours les joueurs dans l'ambiance. Puisqu'on rappelle que ça, c'est bien une adaptation de la Divine Comédie et que les cercles tels qu'ils sont décrits dans le Guide de l'Enfer sont bien inspirés de ce que Dante décrit dans son poème. Oui, c'est très fidèle, ouais. Ouais, ouais. Il y a des développements évidemment, mais c'est très fidèle, ouais. On peut vraiment suivre, tu vois, la campagne chapitre par chapitre, dans le poème, quoi. C'est assez cool. Et surtout, il y a un autre truc aussi, c'est que, hem, le périple, en fait, de Dante lui-même est accompagné par Virgile, et comment dire? Est un petit peu inclus, en fait, dans l'histoire de l'univers du jeu, tu vois? Voilà, sans en dire plus, mais vraiment ça fait un tout, en fait. C'est comme une espèce de suite, tu vois?
Oriane nous dit: «Je confirme, l'extrême est bien dans l'ambiance» et Carentir surenchérit avec: «S'il faut que j'attache mes joueurs pour qu'ils écoutent le poème avant chaque partie, je le ferai». Non, mais après, faut pas être torturé avec. C'est après, déjà, c'est très beau. Et puis, tu vois, tu lis deux paragraphes, quoi. Pas grand-chose, tu vois, mais quelque chose d'assez significatif. Oui, il ne s'agit pas de lire des dizaines et des dizaines de pages, évidemment. Mais bien sûr, Carentir, on avait bien compris que c'était une plaisanterie. Donc il demande si on peut s'attendre à une suite par après ou c'est vraiment un start-finish et c'est pas la peine de laisser des personnages dans les cartons. Alors, pour répondre rapidement à ça, nous on n'est pas les créateurs d'Inferno, on fait la version française du jeu, c'est les créateurs d'Acheron Games ceux qui l'ont conçu. Pour l'instant, c'est conçu comme une campagne fermée. Maintenant, qui peut savoir s'ils n'ont pas des idées pour l'avenir, faire une suite, un spin-off, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a vraiment un final à Inferno, en fait. Oui, tout à fait, tout à fait. Oui, c'est une campagne avec un final qui doit être, comment dire, poignant, épique, tu vois. Donc la fin est très très importante pour la campagne, ouais. Moonbird nous dit il y a Apocalypse chez Acheron, sauf qu'il n'y a pas de campagne avec. Effectivement, l'Apocalypse en Saint-Jean, c'est leur nouveau jeu, enfin le dernier jeu qu'ils ont lancé sur Kickstarter. Oui, oui. C'est vrai qu'il est en cours de maquette, là, si j'ai bien suivi. Tu sais s'il y a un lien entre Apocalypse et Inferno? Il y a un lien indirect. Bah, déjà, logiquement, c'est quand même. Biblique. Voilà, c'est biblique, hein, voilà. Mais il peut y avoir un lien, mais c'est vraiment le MJ qui fera le rapprochement, quoi. C'est pas prévu pour. En tout cas, Inferno est pas clairement prévu pour être le début, on va dire, d'Apocalypse, quoi. Donc, Ouais, ce sont bien deux jeux différents, ouais. Oui, tout à fait, ouais. Nous arrivons à la fin de ce live. Et oui. As-tu quelque chose à ajouter, Batro? Quelque chose qu'on aurait oublié de dire? Oh là là. Bon, la campagne dure jusqu'au 1er février. Oui, ça c'est important, c'est sur Ulule. C'est sur Ulule. On a fait un actual play, Jean-Michel. On a fait un actual play. Et donc, vous pouvez le retrouver sur notre chaîne YouTube que nous alimentons. Et il n'y a pas que l'actual play d'ailleurs. Bon, alors, l'actual play, évidemment, pour vous permettre de voir un peu à quoi ressemble une partie d'Inferno. Mais on a également d'ailleurs une interview du traducteur principal du jeu sur son travail, évidemment, sur Inferno, qui est quand même assez approfondi. Et puis, si vous avez d'autres questions, des interrogations, n'importe quoi, vous avez donc le serveur Discord du studio sur lequel on se trouve, sur lequel on peut répondre en direct à toute interrogation que vous pourriez avoir. Eh bien, merci beaucoup, Batro. Merci, Jean-Michel. Mais de rien. Et puis, on vous souhaite à tout le monde une bonne fin de journée, une bonne fin d'après-midi. Merci de nous avoir écoutés. Merci d'avoir posé plein de questions aussi. C'était cool. Ouais, c'était cool. Et puis, au revoir. Allez, à bientôt. À bientôt. Salut.